Bonjour à tous, bienvenue pour ce deuxième cours de communication interculturelle, module BA 310 de votre année du bachelor 2020-2021. J'espère que tout le monde va bien et que la reprise après Ramadan fait que vous avez beaucoup de travail dans vos périodes de stage. Donc j'espère que vous allez apprendre un max et que l'activité des hôtels va se normaliser. Bien. Donc nous reprenons ce deuxième cours avec un peu de retard. Donc je vous ai laissé tranquille pendant la période de Ramadan. Donc on reprend les choses. Et maintenant, donc notre deuxième cours, voilà. Donc communication interculturelle. Donc j'espère que maintenant que vous êtes dans des postes où au moins un certain nombre d'entre vous sont dans des postes où ils ont à prendre des décisions et à communiquer avec des employés, à communiquer donc des messages importants pour l'activité de l'hôtel. J'espère que vous comprenez combien il est important que vous maîtrisiez la communication. D'accord, donc vous êtes des futurs managers, votre outil de travail ce sera souvent votre communication, donc c'est important que vous maîtrisiez la communication, surtout que vous allez évoluer dans un environnement multiculturel. Donc on rappelle bien le fait que vous allez être peut-être dans un pays différent de votre culture marocaine, que les équipes de direction vont être peut-être multiculturelles. Vous allez avoir un directeur général qui va venir peut-être d'Europe, un directeur de la restauration qui va venir d'Asie, un directeur de l'hébergement qui va venir d'Amérique du Sud, donc des employés qui vont peut-être venir du monde entier, voire même si vous travaillez au Moyen-Orient, venir d'Asie. Et je ne parle pas des clients qui eux vont venir de tous les pays du monde, donc toutes les cultures du monde. Donc maîtriser la communication dans un environnement multiculturel, c'est excessivement important. D'accord ? Donc à partir du multiculturel, bien évidemment, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir voir comment nous communiquons. Donc, nous établissons des relations de personne à personne, ce qu'on appelle de la communication interpersonnelle, et c'est important de bien la maîtriser. Ok, on continue. Voilà. Ok. Donc, on a donc décidé qu'il y avait 4 cours enregistrés. Donc, on a défini les concepts lors du premier cours. Et aujourd'hui, nous allons voir un peu quelles sont les implications des différences culturelles. En quoi est-ce que le fait que nous sommes de cultures différentes peut avoir d'implication sur notre façon de travailler, sur l'organisation de la société, sur l'organisation de notre travail. D'accord ? On continue. Donc, on reprend les concepts. Donc, la dernière fois, on avait travaillé essentiellement sur la communication et sur le fait que savoir communiquer est excessivement important. Donc pour nous qui sommes professeurs, la communication c'est notre outil à 100%, outil de travail à 100%. Donc on essaye quand même de faire en sorte que le message passe et que le message passe de façon le plus entier possible. Mais pour vous, il est important que vous réfléchissiez à la façon dont vous communiquez avec les clients, dont vous communiquez avec vos employés. Avec que ce soit vos collègues de travail, que ce soit les personnes, votre équipe de travail, donc les personnes qui travaillent pour votre service, ou bien que ce soit avec votre direction. D'accord ? Donc le schéma de communication de Palo Alto, donc ça c'est quelque chose qui est très connu. Donc vous avez tout d'abord un émetteur et un récepteur. Bien évidemment, vous avez un contenu, c'est-à-dire un message, mais que bien évidemment le message pour être transféré, donc l'émetteur a une idée en tête, une idée qu'il doit transmettre à une autre personne. Donc l'idée, il doit la coder.
hein. Donc la coder, la transférer en un langage, que ce soit un langage verbal ou un langage corporel, hein. Et ensuite, le récepteur, lui, va récupérer ce langage codé et va le retransformer en pensée. Et donc, bien évidemment, il va réagir par rapport à comment est-ce qu'il a reçu ce message. Eh bien, il va l'interpréter. L'objectif étant que, et c'est dans ce cas-là que la communication passe parfaitement bien, c'est que l'intention de l'émetteur arrive parfaitement au récepteur et que la façon dont interprète la personne qui reçoit le message corresponde bien à ce que à l'intention que la personne qui a envoyé le message voulait réellement. Quand il y a une différence entre intention et interprétation, bien évidemment, la communication passe mal. Donc on avait vu qu'il y avait dans ce schéma de communication et de relations interpersonnelles qu'il y avait 5 grands principes, hein. Donc je les rappelle, hein. Donc premier principe, on ne peut pas ne pas communiquer, c'est-à-dire que l'humain est un communicateur constant. On communique par le langage, par la voix, mais on communique aussi par le corps et on communique aussi par les mimiques, hein, donc on a ce qu'on appelle la communication verbale, la communication paraverbale et la communication non verbale, hein. Ça vous l'avez vu, je pense, en première année avec Madame Cohen. Mais ce qu'il est important de savoir, c'est que par rapport à ces 3 canaux de communication, la communication verbale ne représente que 7% des 100% de la communication. Donc, il faut, quand vous voulez communiquer avec une personne, faire en sorte que votre langage corresponde au langage de votre corps, corresponde au langage également de votre visage, aux mimiques, hein, au ton à la posture de votre corps que vous allez avoir. Donc le non-verbal et le paraverbal sont très largement majoritaires par rapport au verbal, hein. Donc ça, il faut absolument faire attention. Deuxième communication, toute communication implique un contenu, c'est-à-dire le message que vous voyez dans le schéma, mais aussi une relation personnelle, une relation affective, émotionnelle entre la personne qui émet le message et la personne qui va recevoir le message. Et c'est pour ça que c'est compliqué, parce que la communication, c'est non seulement un contenu, mais c'est aussi comment est-ce que j'accepte le message ou je n'accepte pas le message. Je comprends le message ou je ne comprends pas le message. Et bien souvent, quand on est en position d'émetteur, donc on est la personne qui va vouloir transmettre l'information, on se focalise sur le contenu. Mais on oublie que la personne à qui on adresse ce message n'est peut-être pas en état de recevoir ce message et de comprendre ce message de la façon dont moi j'ai voulu qu'il soit compris. Et c'est toute la difficulté de la communication, hein. La communication, c'est à la fois un message, mais c'est aussi une relation entre un émetteur et un récepteur. Ok. Troisième principe, c'est que la nature de la relation dépend de la ponctuation des séquences de communication. Ça veut dire que la relation entre l'émetteur et le récepteur va être interprétée, va être reconnue par rapport à comment est-ce que la personne qui reçoit le message interprète, hein. Ça veut dire, est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif, est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est noir? Et le problème, c'est que l'émetteur, lui, n'a pas forcément voulu dire que ce soit blanc ou noir, positif ou négatif, et que le contenu, le message était objectif, mais que le récepteur, lui, reçoit le message, mais d'une façon totalement subjective.
Quatrième principe, la communication est soit digitale, soit analogique. Digitale, ça veut dire qu'elle est verbale, ça veut dire qu'elle est symbolisée par des mots, par des concepts, et c'est relativement précis. Mais elle peut être aussi analogique, et donc beaucoup plus ambiguë quand on parle de comportement, de posture, de mimique, de positions qui peuvent aller à l'encontre, si vous voulez, du verbal. D'accord? Donc je peux dire, par exemple, un message qui va dire c'est blanc, mais ma position, ou un message qui peut être positif, mais mon attitude, mon corps montre que je suis en fait pas du tout aussi positive et que je suis peut-être craintive ou que je suis soupçonneuse par rapport au fait que comment va être reçu mon message. Donc ça, c'est toujours extrêmement important. Et cinquième chose, entre l'émetteur et le récepteur, la communication, le message passe, mais il y aura aussi un système d'équivalence entre émetteur et récepteur. Donc quand l'émetteur et le récepteur sont au même niveau, le message va passer correctement, d'accord, soit le message positif, soit un message négatif, mais en plus, quand il y a une différenciation entre émetteur et récepteur, lorsqu'il y a complémentarité, bien évidemment, en plus du message, va se joindre dans la relation, dans la compréhension du message, aussi le positionnement de la personne, de l'émetteur par rapport au récepteur. Donc je sais que ça c'est un peu compliqué si vous voulez, mais ce sont des principes de communication qui sont applicables à tous les domaines de notre vie personnelle ou de notre vie professionnelle, mais bien évidemment vous en aurez largement besoin et c'est vraiment c'est important que vous connaissiez ce genre de choses. Ok? Voilà. Donc communication, faites attention à comment est pris, comment est reconnu, comment est interprété le message de votre récepteur. Et comment est-ce que, bien évidemment, on va le savoir? C'est par ce qu'on appelle le feedback. Ça veut dire, est-ce que l'action que l'on a attendue est faite? Est-ce que le comportement qui devait suivre le message a été compris, a été appliqué ou bien n'a pas été compris? Si le comportement n'a pas été compris, eh bien, est-ce que c'est le message qui n'est pas bon ou est-ce que c'est la façon dont j'ai fait passer le message, ma relation entre moi qui fais passer le message et la personne qui reçoit le message qui n'a pas été correcte? Ok, donc ça c'est une première chose, la communication. Et je vous conseille, eh bien d'aller faire des recherches sur Internet. Il y a énormément de renseignements sur la façon de bien communiquer. Ok, donc on passe maintenant au deuxième concept de notre cours, qui est la culture. On a vu la dernière fois qu'est-ce que c'était que la culture, et ce qui nous intéresse ici, c'est surtout la différence qu'il y a entre multiculturel et interculturel. Nous pouvons dire que nous travaillons dans un secteur qui est très largement multiculturel. Ça veut dire que nous travaillons avec multi, en latin ça veut dire plusieurs, donc ça veut dire que nous travaillons dans un domaine, que ce soit le personnel ou que ce soit les clients, qui fait que nous avons des clients qui viennent du monde entier, du personnel qui vient du monde entier, et avec ces personnes qui viennent du monde entier, bien évidemment viennent chaque fois avec leur culture personnelle. Donc nous travaillons dans un milieu multiculturel, mais bien évidemment pour pouvoir travailler avec ces gens, pour pouvoir avoir des relations de communication intéressantes avec ces gens, pour s'assurer que nos messages passent, pour s'assurer que notre communication avec nos clients donne
un bon effet, donne un bon résultat, que l'expérience client soit bonne, bien évidemment, nous devons aller au-delà du multiculturel. Nous devons aller à ce qu'on appelle l'interculturel, c'est-à-dire essayer de trouver les relations entre les cultures pour s'assurer que moi, étant d'une culture, m'adressant à une personne qui est d'une autre culture, eh bien, mon intention soit parfaitement comprise et que le message soit reçu sans être parasité, si vous voulez, par le fait que culturellement, eh bien, il n'a pas compris mon intention, parce que dans sa culture, bien évidemment, ce concept n'existe pas, ou il est pris différemment. Ok, donc on avait vu ensemble la définition de l'UNESCO. Hein. Donc la culture entre guillemets, ça va être quoi? Tout ce qui n'est pas génétique. Hein. Donc tout ce qui nous vient, tout ce que l'on apprend depuis le moment où on sort, on arrive sur Terre. Hein. Donc tout ce qui est sevrage, éducation, culture, nationalité, religion, organisation sociale, organisation politique, culture, art, tradition artisanale, etc., etc., c'est le sens large de la culture. Nous sommes très, très largement définis par notre culture. Ok ? Donc voilà, donc vous avez, on continue. Donc, alors le problème, c'est que pour arriver à nous faire bien comprendre, pour faire en sorte que toutes nos actions de communication fonctionnent bien, eh bien, il faut que nous puissions comprendre que notre message, notre contenu peut être parasité par le fait que nous sommes entre émetteurs et récepteurs de cultures différentes et qu'il y a un certain nombre de différenciations qui font que je peux interpréter un message différemment selon si je ne suis pas de la même culture. Alors, il y a un certain nombre de critères. On va voir qu'il y a 6 critères différents de différenciation. Ok. Excusez-moi. Voilà. Ok. Et le premier critère de différenciation, celui qui est peut-être le plus symbolique, ça dépend des cultures, bien évidemment, c'est la religion. La religion, donc le fait de croire en quelque chose qui nous surpasse, est un critère de différenciation extrêmement important entre les cultures. Vous le connaissez parfaitement. Pourquoi? Parce que cela fait 3 ans que nous vous formons à des concepts, à des types d'organisation, à des références de savoir-vivre par rapport à une culture européenne, et que par rapport à votre culture, plein de fois, on a vu qu'il pouvait y avoir des différences, voire même des oppositions. Donc la religion est un marqueur culturel extrêmement important. Alors globalement, dans le monde entier, il faut savoir qu'il y a 2 façons de voir la religion et 2 organisations par rapport à la religion. Soit vous avez le fait que la religion soit comprise comme une pratique personnelle, intime, qui est complètement séparée de la vie de la société, c'est-à-dire que ça m'appartient. Et donc cette vision d'une pratique personnelle existe dans des sociétés où il y a ce qu'on appelle une liberté religieuse. Liberté religieuse, ça veut dire que on ne peut pas vous imposer une religion ou une absence de religion. Vous êtes libre de choisir la religion que vous voulez, et vous êtes non seulement libre de choisir la religion que vous voulez, mais vous pouvez également choisir votre mode de pratique. Donc vous pouvez pratiquer, par exemple, si on se réfère par rapport à quelque chose que je connais bien, la culture chrétienne en Europe, donc vous avez de plus en plus en Europe des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne veulent pas pratiquer de façon selon le dogme, selon ce que dit le Vatican, ou bien l'Église anglicane, ou bien les protestants, mais qui considèrent qu'ils pratiquent à la maison
une religion personnelle, hein, d'accord, sans aller à l'église, sans aller au temple, sans aller à des messes, etc. Ok, donc vous avez dans le monde des pays où il y a une pratique personnelle, où la religion est libre, et vous avez des pays où la religion est une pratique communautaire, hein, et dans ces pays, eh bien, souvent, la religion est liée à la société, hein, donc c'est non seulement un mode de pensée par rapport à l'au-delà, hein, par rapport à quelque chose qui nous dépasse, mais aussi un mode de vie, hein, et un code moral et un code de comportement. Et dans ces sociétés, eh bien beaucoup plus structurées, beaucoup plus normées, eh bien la religion est ce qu'on appelle une religion d'État. Hein, et donc dans ces pays, si c'est une religion d'État, eh bien vous n'avez pas le choix de votre religion. Et la pratique, elle est organisée et vous n'avez pas la possibilité de pratiquer hors de ce que l'on vous dit de faire, comment il faut pratiquer. D'accord? Alors, donc, par rapport à ça, donc vous avez pratique personnelle, liberté religieuse. Eh bien, je pense que vous pouvez prendre l'exemple de l'Europe et de l'Europe et des Amériques, hein, d'accord. Même si, bien évidemment, l'Europe et l'Amérique sont de tradition chrétienne. Hein, même si il a fallu pratiquement 17 siècles pour arriver à, ce n'est qu'à partir de 1800, si vous voulez, que l'on a pu entrevoir une certaine liberté religieuse. C'est-à-dire que pendant les 17 premiers siècles, eh bien, la religion catholique et l'Église étaient des religions d'État. Ok ? Donc, ce n'est qu'en 1905, en France, qu'il y a eu séparation de ce qu'on appelle de l'Église et de l'État. Ça veut dire que le catholicisme n'était plus la religion d'État, et donc il y avait une liberté religieuse totale. Ok. Maintenant, par rapport à une société où il y a une religion d'État, eh bien, votre pays est un pays dans lequel la religion d'État est l'islam. Même si votre pays est un pays un peu particulier, parce que même si l'islam est la religion d'État, vous avez également une communauté israélite, une communauté juive, hein, qui existe, qui fait partie aussi de la société marocaine. Ok, donc voilà la différence. Hein. Ok, alors bien évidemment, la religion est un facteur de différenciation, et quand vous travaillez dans une entreprise, il faut faire attention aux différences religieuses. Et comment faire attention aux différences religieuses? Parce que c'est quelque chose qui peut être extrêmement exacerbé, hein, c'est-à-dire extrêmement important. Par exemple, pour moi, le fait de dire, de m'imposer une religion, ou bien le fait que je pourrais éventuellement critiquer votre religion. Donc ça, c'est quelque chose qui est excessivement important. Quand vous êtes en entreprise, faites attention aux problèmes de religion. Et comment faire attention aux problèmes de religion? Eh bien, bien évidemment, c'est en les connaissant. Donc en connaissant un peu les différences entre les religions, comment est-ce que je dois adapter mon comportement pour éviter d'avoir des problèmes en entreprise, ou avoir des problèmes non seulement en entreprise, mais avoir des problèmes plus tard si vous allez par exemple dans un pays bouddhiste, ou dans un pays protestant, et que peut-être vous allez vous comporter de façon à heurter la religion des personnes de ce pays. Hein. Donc je vous ai mis également en complément du cours un document qui est un tableau synoptique, c'est-à-dire un tableau récapitulatif des grandes religions du monde. Hein.
Donc nous sommes plutôt, que ce soit au Maroc, en Europe, parce que nous sommes liés par rapport à la Méditerranée, hein, nous sommes focalisés sur le fait que les trois religions du livre, hein, donc, que ce soit donc la religion israélite comme étant la plus ancienne, la religion chrétienne et la religion musulmane, qui sont liées, si vous voulez, très relativement liées par rapport à l'histoire, mais il existe dans le monde beaucoup d'autres religions. Hein. Alors l'essentiel, c'est que vous avez des religions qui sont monothéistes. Alors dans les religions monothéistes, bien évidemment, il y a les trois religions révélées, hein, l'islam, le judaïsme et le christianisme, mais il en existe d'autres. Hein. Et ça serait peut-être important que vous regardiez un peu. Et ce tableau est excessivement intéressant. Monothéiste, ça veut dire que l'on ne croit qu'en un seul Dieu. D'accord ? Donc il y a des religions monothéistes. Et vous allez voir qu'à côté, vous avez des religions panthéistes. Ça veut dire des religions qui pensent que il existe non pas un Dieu, mais de multiples dieux. Donc, il faut aussi accepter que vous êtes en face de personnes qui vont croire en plusieurs dieux. Je pense notamment à ceux qui vont aller travailler au Moyen-Orient avec des personnes qui sont soit hindouistes, soit bouddhistes, et donc vous risquez de heurter les gens si vous leur dites, écoutez, il n'y a qu'un seul Dieu et toi, ta religion, elle n'a rien compris. Donc il faut savoir quels sont les autres types de religions pour être capable d'accorder notre comportement, notre vision des choses pour ne pas heurter, que ce soit du personnel ou que ce soit des clients de l'hôtel. Donc vous avez donc le monothéisme, le panthéisme ou bien des religions qui nient ou qui ne s'intéressent pas à la présence de Dieu. D'accord ? Donc ça également, ça existe. Et vous allez regarder, vous allez voir que dans le tableau, il y a pratiquement autant de personnes qui croient en un seul Dieu que de personnes qui croient en plusieurs dieux. Donc ça relativise les choses et ça relativise notre vision de notre culture et de notre religion. Nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons pas la vérité par rapport à notre culture. Il existe des cultures et il existe des religions qui sont différentes des nôtres et que nous devons accepter parce que nous ne sommes pas en position d'aller de leur dire écoutez, changez de religion, changez de culture. Si vous allez travailler en Inde, vous n'allez pas leur imposer votre vision des choses, que ce soit moi chrétienne ou vous musulman. Ok ? Donc ça c'est important. La religion est quelque chose d'excessivement important par rapport aux relations de travail, surtout si vous travaillez dans un pays où il y a une religion d'État, où vous allez devoir vous adapter à des normes, à des organisations, à des fêtes, à des façons de travailler, des façons de penser qui sont différentes de celles que vous avez, vous, acquises ici au Maroc. D'accord ? Voilà. Bien. Alors, la chose qui pourrait être intéressante par rapport à la religion et qu'on essaye de lier, si vous voulez, à notre société et à notre façon de voir le monde et de faire évoluer le monde, c'est peut-être que vous avez des religions qui proclament le fait que l'homme est soumis à Dieu et à sa volonté. C'est ce qu'on appelle le fatalisme. Bon, alors ça, c'est une vision qui était partagée par les catholiques et peut-être encore plus que et par les musulmans. Donc les catholiques, c'était pratiquement jusqu'au XVIIIe siècle, au XVIIe siècle, et donc le catholicisme qui était la vision très largement majoritaire au sein de l'Europe, eh bien il y a eu ce qu'on appelle une hérésie, c'est-à-dire une séparation, et que vous avez eu donc une partie des catholiques qui n'ont pas accepter cette soumission à Dieu, cette soumission à la volonté et notamment au fait de suivre le pape, d'accord, et qui ont développé une autre façon de voir la religion.
hein, et notamment ce sont les protestants, hein, qui ont justement remis en cause d'une certaine mesure, hein, pas complètement bien évidemment, le fait que l'homme soit soumis à Dieu et à sa volonté, et que l'homme au contraire puisse modifier le monde et gagner, si vous voulez, faire changer le monde, faire évoluer les choses, et notamment grâce à la technologie. Grâce à la technologie, qui dit technologie, bien évidemment, dit travail. Alors, vous avez là donc le parfait exemple. Donc, les catholiques, que ce soit l'Europe centrale ou l'Europe du Sud, hein, sont des catholiques, sont restés dans cette vision où, par exemple, on dit que heureux les pauvres. Ce sont les pauvres qui iront au paradis les premiers. Hein, alors que chez par exemple les protestants, donc à partir de la scission qu'il y a eu du catholicisme au XVIIe siècle, eh bien pour les protestants au contraire, hein, donc le fait de travailler dur, de gagner de l'argent n'est pas quelque chose qui est mal vu par Dieu. Au contraire, hein, ça va peut-être me permettre d'accéder au paradis, hein. Et donc le fait de travailler dur, le fait de gagner de l'argent, eh bien, ça a façonné une nouvelle société. Ça a permis le développement de la société de commerce, de la société industrielle, et ça a permis le développement d'un continent qui a reçu qui? Les protestants, qui avaient été mis à la porte d'Europe, par qui? Par les catholiques, qui n'acceptaient pas ces changements. Donc les protestants qui ont dû quitter l'Europe et qui sont partis aux États-Unis, sont partis avec quoi? Avec leur religion, et avec le fait de croire que, en travaillant dur, en gagnant de l'argent, eh bien, on peut avoir une action sur la nature, et on peut aussi se forger son destin. On peut changer son destin. Chose qui était difficilement compréhensible dans le dogme catholique, hein, d'accord? Alors bien évidemment, ces protestants, eh bien ils ont créé quoi? Ils ont créé l'Amérique, ils ont créé la société industrielle, et le fait que nous sommes aujourd'hui dominés par une vue de l'esprit, une vue de la société, des idées qui sont typiquement américaines et qui sont très souvent liées au rite protestant, hein. Donc le protestantisme, est apparu contre le catholicisme. Le protestantisme mettait en avant le travail, la richesse, contre la pauvreté, hein. Et donc c'est ce qui a permis la création des États-Unis et la domination des États-Unis sur le monde entier, pratiquement jusqu'à maintenant, hein. D'accord? Ok. Donc la religion, extrêmement important, hein. Soyez ouverts, intéressez-vous à ce qui se passe autour de vous, et voyez également quelles sont les influences de la religion sur votre travail. Et posez-vous la question, est-ce que, en situation de travail, est-ce que la façon dont j'envisage la société, ma place par rapport à ma religion, est-ce que parfois je me pose des questions par rapport à mon comportement, par rapport à des personnes qui sont pas de la même culture et de la même religion, hein? Est-ce que le fait de travailler dans l'hôtellerie vous a permis d'avoir une ouverture religieuse, ou bien est-ce que le fait de travailler dans l'hôtellerie vous recentre sur vous-même, vous crée des problèmes, notamment également par rapport à l'alcool, hein, et par rapport au fait que vous avez des personnes qui ne sont pas forcément les bienvenus dans votre religion. D'accord? Ok? Donc ça, c'est important, hein. Dans la culture, la religion est un critère de différenciation excessivement important. Deuxième critère de différenciation culturelle, c'est le mode de raisonnement. Alors là, grosso modo, il y a deux grands types de modes de raisonnement dans le monde, hein, qui sont liés également à notre façon de voir le monde.
vous allez voir, à notre façon de nous placer dans ce monde, dans cette société. Hein. Et donc, vous avez ce qu'on appelle le raisonnement inductif et vous avez le raisonnement déductif. Hein. Donc, le raisonnement inductif, c'est le raisonnement qui part d'observation, de faits, d'expériences, hein, de petites faits. Hein, de petites analyses, de petites expérimentations, et qui, en multipliant les analyses et les expérimentations, on arrive à pouvoir conceptualiser, c'est-à-dire à pouvoir édicter une règle. Hein, donc ça, c'est ce qu'on appelle, excusez-moi, le téléphone. Excusez-moi, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. Ok, voilà. Donc raisonnement inductif ou raisonnement déductif. Donc, raisonnement inductif, c'est le fait de partir d'observation, de partir de faits, hein, et d'arriver à une règle. Alors, on dit que cette façon de réfléchir, hein, extrêmement pragmatique, proche de la réalité du terrain, hein, est essentiellement anglo-saxonne. Donc, quelque part, proche de l'état d'esprit que l'on peut avoir par rapport à une société qui a été ouverte au fait que on puisse maîtriser la nature. D'accord ? Donc, vous avez, c'est essentiellement américain. Hein, donc, vous avez par exemple la théorie des essais-erreurs. Donc, aux États-Unis, vous allez prendre une règle, une procédure, essayez. Ça fonctionne pas, je change. Jusqu'à ce que j'arrive à avoir une procédure qui fonctionne parfaitement bien. Donc on part de la réalité et on va vers la synthèse, la règle, hein, par le système de essai-erreur. Alors que l'Europe, hein, et notamment la France, elle privilégie le raisonnement déductif, c'est-à-dire que c'est l'inverse. Au lieu de partir des faits vers la règle, en France, on est très fort pour déjà donner une règle et aller voir sur le terrain si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Hein? Donc, par exemple, nous, on est très fort, par exemple, quand on a voulu créer une application informatique pour vendre des billets des billets de train, des billets de SNCF, nos ingénieurs des mines, etc., les plus calés, les bac plus 19 ou les bac plus 27, ont créé tout un schéma complet, hein, à partir du fait qu'il fallait organiser, il fallait pouvoir acheter son ticket à partir de bornes de tickets. Ça, c'était il y a une vingtaine d'années, avant le développement de l'Internet complet. Et donc, les ingénieurs français ont mis tout un système en place. Ils ont sorti les bornes et au moment où on a voulu l'application, ça ne fonctionnait pas. D'accord ? Donc, où ça fonctionnait, mais difficilement, et il a fallu revenir à la règle, au principe, réadapter tout le système de façon à ce que ça fonctionne. Si bien qu'au bout de 2 ans, on a complètement supprimé les bornes, parce que ça fonctionnait pas. Hein. Donc notre façon de voir les choses, notre façon de raisonner dépend également. Donc vous avez des sociétés qui sont donc plutôt dans l'inductif et des sociétés qui sont plutôt dans le déductif. Alors le déductif, on vous explique que il permet d'expliciter, mais il n'apporte pas de connaissances nouvelles. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous considérez qu'il y a un principe et qu'il y a des applications et que les applications découlent de ce principe, bien évidemment, vous ne pouvez pas changer le principe, sauf
jusqu'à ce que quelqu'un vienne derrière et dise, écoutez, votre principe 1 n'existe plus, moi j'estime qu'il y a un principe 2. D'accord? Donc il est beaucoup plus difficile de changer les choses en système déductif, alors qu'en système inductif, on peut créer du nouveau parce que c'est beaucoup plus facile de partir de la réalité et de dire, écoutez, voilà, la réalité fait que j'énonce un principe et que le principe est beaucoup plus facile à changer si on a l'expérimentation sous les yeux. D'où vous pouvez comprendre que connaissance nouvelle égale société dans laquelle l'inductif est beaucoup plus important. Et je vais pas vous excusez-moi. Il est bien évident que ce sont les États-Unis où il y a le plus de prix Nobel, où il y a le plus de connaissances, de créativité, de connaissances scientifiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette approche inductive. On part de la réalité, on va vers la règle. Alors que nous, en Europe, on part de la règle et on essaye de vérifier sur le terrain si ça fonctionne ou ça fonctionne pas. Ok? Donc voilà. Alors maintenant, au niveau de l'entreprise, en quoi cette différence de mode de raisonnement peut avoir des implications? C'est que nous, en tant que Français, il faut d'abord bien poser le problème. Il faut poser tout le problème. Et uniquement après, on passe aux solutions. Alors que pour les Américains, le plus important, c'est le résultat. Les solutions, les conclusions, ça doit venir très rapidement de l'expérimentation. Alors que nous, il faut que tout le schéma soit complet avant qu'on arrive aux applications. Donc ça, si vous travaillez en système français ou en système américain, bien évidemment, il va falloir en tenir compte. Ok? Donc si vous êtes un Français travaillant pour des Américains, eh bien, il va peut-être falloir changer votre façon de penser. Si vous êtes un Américain qui venait travailler en Europe, eh bien, il va falloir aussi comprendre que les personnes ne fonctionnent pas selon le même type de mode de raisonnement. Troisième critère de différenciation culturelle, eh bien, ça va être la distance hiérarchique qu'il peut y avoir dans une société. Ça veut dire, est-ce qu'il y a beaucoup d'écart entre ceux qui sont au top de la société et ceux qui sont en bas? Donc vous avez des sociétés où il y a ce qu'on appelle un système égalitaire, où tout le monde est plus ou moins au même niveau, et vous avez des sociétés où il y a encore un système inégalitaire. Donc système égalitaire, par exemple la France, même s'il y a encore des différences, système égalitaire, pourquoi? Parce que après la Révolution française, donc le fait que on ait renoncé à la royauté, et donc la personne n'est plus un sujet du roi, mais un citoyen de la République, et que tous les citoyens de la République ont le même niveau d'égalité, puisque notre devise nationale c'est liberté, égalité, fraternité, et vous avez des systèmes inégalitaires. Les systèmes inégalitaires, c'est par exemple un système où vous avez un roi, et des castes, c'est-à-dire des groupes de personnes qui ont des privilèges. Donc par exemple, si vous réfléchissez en termes de société, vous pouvez avoir des royautés avec des nobles, donc ça veut dire une catégorie de personnes qui sont au-dessus des citoyens normaux parce que ils ont un titre, parce qu'ils ont été reconnus par le roi pour avoir rendu des services et qu'ils ont eu des terres, ils ont eu des châteaux, ils ont des privilèges que n'a pas le peuple. Et donc système inégalitaire, vous avez également le système inégalitaire culturel, par exemple en Inde. En Inde, vous avez la caste des brahmanes, donc la caste des élites, et vous avez la caste des intouchables, et là, vous allez voir qu'il y a une véritable séparation, et que par exemple, un brahmane aura beaucoup de mal à pouvoir épouser une intouchable, parce qu'on considère qu'ils ne sont pas du tout au même niveau. D'accord ?
D'accord? Donc le fait que vous travaillez dans une société où on n'a pas la même vision des choses, hein, il est bien évident que pour moi, en tant que Française moyenne de base, j'ai du mal à comprendre qu'on puisse être brahmane ou qu'on puisse être intouchable. Hein, et en tant que bonne républicaine, j'ai du mal à comprendre qu'il puisse y avoir des nobles. Hein. Mais disons que cela peut poser des problèmes dans notre façon de voir les choses et dans notre façon de travailler. Pourquoi? Toujours parce que je travaille dans un milieu qui est largement différent du mien. D'accord? Ok? Donc système égalitaire, système inégalitaire. Quand vous êtes dans des sociétés où il y a une grande différence entre ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas, eh bien, qu'est-ce qui va se passer dans l'entreprise, hein, dans la société? Il va y avoir ce qu'on appelle des échelons, c'est-à-dire des niveaux. Hein, et chaque niveau va être au-dessus de l'autre. C'est donc le système pyramidal, hein, d'accord, la pyramide. Donc beaucoup en bas et peu en haut, avec des niveaux. Hein, et plus il y a de niveaux, et plus on va avoir de personnel, et plus on va avoir du personnel qui va contrôler que chacun fait bien ce qu'il y a dans son niveau. Et bien évidemment, il va y avoir aussi une centralisation des décisions. La personne qui prend la décision, c'est la personne qui est en haut de la hiérarchie, qui est en haut de la pyramide. Alors que vous avez des sociétés, des entreprises dans des sociétés égalitaires qui font qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre un PDG et un ouvrier et que on peut travailler avec des centres de décision qui sont par groupe de travail ou par niveau de travail, hein, et qui regroupent dans des groupes de travail aussi bien des directeurs généraux que des chefs de département, des chefs de service et des ouvriers. D'accord ? Donc on ne travaille pas avec le système de la pyramide, mais on travaille en système de réseau. Hein. Et dans chaque réseau, il peut y avoir des représentants de tous les niveaux hiérarchiques de l'entreprise. Ok ? Donc ça, c'est quelque chose d'important. Également, quatrième critère de différenciation culturelle, après la religion, après le mode de raisonnement, après la distance hiérarchique, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre ceux qui sont en haut et ceux qui sont en bas. Le quatrième critère de différenciation, c'est l'aversion pour le risque. Aversion, ça veut dire le fait de ne pas aimer le risque. Alors l'aversion, c'est le contraire du goût du risque. Hein. Donc vous avez des pays, vous avez des cultures où on évite le risque. On aime les choses parfaitement contrôlées. On aime bien la stabilité. On aime bien la sécurité. Et puis vous avez des cultures où, au contraire, on ne pourra se révéler, on ne pourra se progresser que s'il y a la prise de risque. Hein, d'accord ? Donc dans les pays où on a peur du risque, ce sont des pays extrêmement normalisés, extrêmement organisés, où tout est parfaitement contrôlé, où on essaye de faire durer le travail le plus longtemps possible. Hein. Donc il va y avoir un management qui va surtout, regardez le texte, hein, planifier, organiser, coordonner, contrôler. Je n'aime pas le risque, donc je dois me sécuriser au maximum. Donc je dois procéduriser au maximum. Je dois tout pouvoir contrôler au maximum. D'accord ? Alors que vous avez des cultures qui, au contraire, mettent le risque en avant. Alors, ces cultures qui mettent le risque en avant, bien évidemment, le modèle parfait, c'est le modèle des États-Unis. Hein, et le modèle qui n'accepte pas le risque, qui préfère le contrôle, la normalité, les règlements, les procédures, les hiérarchies, c'est par exemple l'Europe et notamment la France. Hein. Alors, donc aux États-Unis, si vous voulez vous révéler, hein, eh bien, vous allez sortir du cadre de l'entreprise et vous allez créer votre entreprise. Hein. Donc, vous allez prendre le risque
de risques monétaires, risques en termes de vie personnelle, risques en termes d'années de travail, de dur labeur. Et l'entrepreneuriat est un modèle de réussite. Et alors, ce qui est important aussi, c'est que, bien évidemment, quand on se lance dans la gestion, dans une création d'entreprise, on n'est pas sûr de réussir. D'accord? Et le risque est important. Et donc, les Américains acceptent le risque. Et comme ils acceptent le risque, ils acceptent l'échec. Et l'échec n'est pas vu comme quelque chose de négatif, mais l'échec est vu comme quelque chose qui peut apporter du positif pour essayer de corriger et de se relancer et d'évoluer et de se développer. C'est-à-dire que on n'a pas peur d'être en échec. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça, c'est quelque chose qui n'est absolument pas accepté en France. En France, le modèle de réussite, il est extrêmement normé, officialisé. C'est-à-dire que si vous êtes un jeune, il faut avoir fait un bac avec une mention très bien, il faut avoir fait maths sup, maths spé, faire les grandes écoles de commerce, faire l'ENA et avoir une carrière professionnelle toute tracée pour les 25 ans, prochaines années. En Europe, on a l'habitude de dire que ceux qui créent des entreprises, ce sont ceux qui ont échoué quelque part. Alors qu'aux États-Unis, non, au contraire. L'entrepreneuriat, le fait de se réaliser par le fait de se lancer dans la création d'une entreprise, eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement positif. Alors, je vous laisserai lire ce petit paragraphe, d'accord? Ah, tu es entrepreneur. Ah, c'est que tu as perdu ton boulot. D'accord? Alors, en Europe, c'est le fait que l'État est obligé d'aider les personnes à créer leurs entreprises. Parce que le fait de créer une entreprise n'est pas forcément quelque chose qui est très bien vu. On a besoin en France de sécurité. C'est-à-dire qu'on veut rentrer dans une entreprise et on veut évoluer dans cette entreprise, être au chaud, tranquille, pendant un maximum de temps. C'est-à-dire qu'on ne veut éviter de prendre du risque, donc ça veut dire qu'on a une certaine aversion pour le risque. Donc ça veut dire que la société est relativement figée, au contraire de la société américaine qui, elle, est une société qui va être beaucoup plus ouverte vers l'inconnu et vers le risque. Ok? Donc ça, c'est le quatrième critère de différenciation. Alors maintenant, si on mixe la différence hiérarchique et l'aversion pour le risque, ce qui fait que on a, par exemple, des sociétés où on accepte l'imprévisible. Ça veut dire que, par exemple, par rapport à ça, voyez un peu la façon dont a réagi la Suède et a réagi l'Italie par rapport au Covid. En Italie, dès qu'il y a eu donc l'épidémie de Covid, on a immédiatement mis en place toute une batterie de mesures d'interdiction, de confinement, etc., où on a infantilisé les populations en leur disant voilà ce que tu as le droit de faire, voilà ce que tu n'as pas le droit de faire. Maintenant, dans des sociétés qui sont beaucoup plus libres, où l'individu est beaucoup plus responsabilisé, comme la Norvège ou la Suède, je me rappelle plus, non, c'est la Suède, je pense, eh bien, on a refusé de mettre en place ces normes, ces lois qui disent écoutez, voilà, confinement, pas confinement, masque, pas masque, chacun était responsable. Et donc, quelque part, on a essayé, et parce que ça fait partie de la culture nordique, que ce soit la personne qui soit responsable et qui soit suffisamment responsable pour être responsable non seulement d'elle-même, mais responsable également des gens qui sont autour d'elle. Ok? Donc ça, c'est quelque chose qui est important également. Cinquième critère de différenciation, c'est la notion du temps.
Hein. Donc c'est pas la première fois que je vous en parle. Hein. Donc je vous ai expliqué déjà que la notion de temps est importante et que par exemple pour nous à l'école ou que vous voyez maintenant en entreprise, le fait d'arriver à l'heure est important. Pourquoi? Parce que vous travaillez dans un système qui n'est pas un système polychronique. Hein. Donc les entreprises fonctionnent selon le système monochrone, c'est-à-dire le système européen, hein, du nord de l'Europe, hein, du protestantisme, etc., de la précision, etc., et du fait que, je vous l'ai déjà expliqué, le temps est considéré comme étant un vecteur linéaire et que si jamais je rate un rendez-vous, si je rate une date, une heure, une minute, ça va pas je vais pas le retrouver. Donc ça veut dire que comme le temps est excessivement important et que le temps je ne vais pas le retrouver, le temps ne se gaspille pas, et le temps c'est de l'argent. Donc ça veut dire que je dois planifier, je dois organiser, d'où vous retrouvez le système d'organisation et de management qui est né bien évidemment aux États-Unis. Hein, ok. Et donc dans ces pays, tout retard est extrêmement mal considéré. Alors, le fait de retarder, la procrastination aussi, c'est quelque chose qui n'existe pas. Pourquoi? Parce que le temps ne va pas revenir. Hein, donc, je n'ai pas le temps, et si je ne suis pas à temps à mon rendez-vous, si je ne rends pas à temps mon travail, eh bien évidemment, je vais être très mal vue. En revanche, vous avez des pays polychrones, hein, qui font que le temps est un temps qui est élastique. Hein, et que si, makenouchki, kif walou, donc si le rendez-vous je l'ai pas aujourd'hui, je l'ai pas demain à 9h, je l'aurai à 9h10 ou je l'aurai à 9h15 ou je l'aurai après-demain, c'est pas un problème. D'accord? Et donc vous comprenez que cette notion du temps, ça peut être quelque chose qui est extrêmement dérangeant quand vous êtes d'un côté ou de l'autre côté de la balance. Hein, ok? Mais dans votre travail, hein, je pense que vous serez beaucoup plus du côté du temps monochrone et qu'il va falloir que vous adaptiez votre façon de voir le temps à cette façon qu'ont les hôtels, les grandes chaînes d'hôtels de travailler. C'est-à-dire que l'heure, c'est l'heure et après l'heure, c'est plus l'heure. Voilà. Donc, cette façon également de voir le temps, hein, ça peut avoir des implications au niveau de négociation. Quand vous êtes en discussion avec des clients ou avec des fournisseurs, vous allez peut-être avoir des priorités. Alors on vous explique que les Américains, ils mettent l'accent sur des résultats à court terme. Pourquoi? Parce qu'ils sont essais-erreurs. Parce que eux, ils sont dans l'expérimentation immédiate. Ils sont dans le résultat immédiat. Alors que les Japonais, eux, hein, qui sont polychrones, hein, eux investissent dans le temps. C'est-à-dire qu'il faut négocier pendant longtemps pour pouvoir faire confiance, pour pouvoir s'assurer que tout va bien se passer et qu'on va pouvoir conclure. Donc cette notion de temps peut aussi avoir des incidences dans votre façon de travailler et dans votre façon d'interréagir avec du personnel ou des clients qui sont pas qui n'ont pas cette même vision du temps. Faites très attention. Ok. Dernier critère de différenciation, c'est masculinité contre féminité. Donc vous avez des sociétés où des sociétés qu'on appellera masculines, où le masculin l'emporte sur le féminin. Hein, et donc dans ces cas-là, bien évidemment, on va s'apercevoir que les fonctions, les jobs sont soit masculinisés, soit féminisés. C'est-à-dire que, par exemple, on s'est aperçu que en Europe, hein, donc tout ce qui était scientifique était très très largement masculin, alors que tout ce qui était non scientifique, sciences molles, histoire, etc., littérature, c'était féminin. Hein. Donc on a, si vous voulez, genrisé toute une série de jobs. Si vous réfléchissez un peu au modèle de l'hôtellerie, il n'y a pas encore très très longtemps, il n'y avait pas de directeur général féminin. Hein. Les directeurs généraux étaient souvent des directeurs masculins.
Pourquoi? Parce que le modèle, c'était un modèle européen, suisse, traditionnel, etc. Et qu'il a fallu faire évoluer les choses pour que ces sociétés masculines se féminisent et en même temps, eh bien, elles gagnent certaines valeurs et que cela puisse faire évoluer toute la société. Hein, d'accord? Bon, donc vous avez en Europe donc le fait que une société éminemment masculine, éminemment, je dirais même plus machiste. Alors, je n'irai pas jusqu'à juger votre société marocaine. Hein. Je prendrai l'exemple de la société européenne, qui était une société qui était essentiellement masculine, machiste, jusque pratiquement il y a encore une dizaine d'années. Et on s'aperçoit que petit à petit, les femmes prennent de plus en plus de place dans la société, mais qu'il faut encore se battre, par exemple, pour que les femmes soient à des postes importants dans les conseils d'administration. Et on en est maintenant en 2021 à avoir un gouvernement français qui est en train de légiférer pour obliger les conseils d'administration, là où vraiment la stratégie de l'entreprise, le devenir de l'entreprise se passe, pour avoir un quota, c'est-à-dire un pourcentage obligatoire de femmes. Maintenant, on s'est aperçu, messieurs, excusez-moi, que la gestion de la pandémie du Covid-19 a été bien meilleure dans les sociétés qui étaient féminines, c'est-à-dire des sociétés qui étaient beaucoup plus ouvertes à la femme et où les femmes étaient au gouvernement. Vous avez une approche beaucoup plus humaine, beaucoup plus pragmatique, beaucoup moins schématique, beaucoup moins rigoriste, qui fait qu'elles étaient beaucoup plus réactives par rapport à un phénomène mondial et qui changeait d'apparence et de réaction pratiquement tous les mois ou tous les 2 mois. D'accord? Donc les cultures masculines différencient très fortement les rôles dans la société. Ça veut dire que dans une société, est-ce que au Maroc, on pourrait accepter un premier ministre femme? Je ne sais pas. Peut-être, j'espère. Hein, d'accord. Maintenant, dans les cultures plus féminines, les rôles qui sont normalement prévus aux femmes et aux hommes, c'est beaucoup plus flou, c'est beaucoup plus ambigu. Hein. On est beaucoup plus dans le côté compétence que dans le côté genrification. Hein. Donc, on peut, par exemple, accepter dans des cultures plus féminines que le secteur de l'éducation et notamment le secteur, par exemple, des écoles maternelles, eh bien, il y ait des instituteurs et non plus uniquement des institutrices. Donc, on peut faire évoluer les rôles par rapport à différents sexes, chose qui n'existe pas dans une société qui est encore largement masculine. Voilà. Donc, on a fait le tour. Donc, aujourd'hui, donc, on est revenu sur une première chose sur la communication, sur les principes fondamentaux de la communication et sur le fait que chaque fois et vous communiquez constamment, toute la journée, à titre personnel ou à titre professionnel, et qu'il faut réfléchir à l'importance de la communication et la qualité de ma communication. Est-ce que le message que je veux faire passer a été compris avec mon intention, il va être interprété selon mon intention et que la personne à qui je vais m'adresser, va faire un feedback, va faire un retour qui correspond à ce que je voulais. Et dans un deuxième temps, on a vu que dans le terme de communication interculturelle, bien évidemment qu'il y avait des différences culturelles qui vont faire que notre relation de communication va être parasitée, justement par le fait que par rapport à des points de vue, par rapport à des choses qui sont excessivement pragmatiques, eh bien on peut avoir des visions de notre culture qui font qu'on peut ne pas se comprendre. Alors ces différenciations culturelles, donc vous vous rappellerez qu'elles sont au nombre de 6, les 6 principales: la religion, le mode de raisonnement,
la distance hiérarchique, la notion de temps, l'aversion pour le risque, la masculinité et la féminité. Donc c'est ce qui, grosso modo, caractérise chacun notre culture et qui font que, eh bien, en situation où on est de personnes de cultures différentes et on doit communiquer entre personnes de cultures différentes, il peut y avoir des incompréhensions, des mauvaises communications, des mauvais feedbacks, des mauvais retours d'action. Ok? Donc voilà. Donc on est presque à la fin de ce deuxième cours. Alors ce que je vous demande de faire, c'est, si vous avez le temps, et ça serait quand même une bonne chose pour vous, à titre personnel autant que professionnel, autant que pour essayer d'avoir une bonne note pour votre bachelor, c'est de réfléchir là-dessus, c'est de voir un peu, quand vous êtes en situation de communication, est-ce que vous avez réussi ou pas? Que ce soit avec des clients ou avec du personnel. Et pour voir si un message que vous deviez passer ne passe pas, pourquoi est-ce que ça n'est pas passé? Pourquoi est-ce que soit le codage n'a pas été fait correctement, c'est-à-dire que le vecteur, le langage, la posture, la mimique, mon comportement, ou bien le type de message, la rédaction n'a pas été fait correctement, ou bien est-ce que dans ma relation avec la personne, eh bien, il y avait des parasites. Et que les parasites, eh bien, ont fait que la communication n'est pas bien passée et que le message que je voulais passer n'a pas été bien compris. Si le message n'est pas bien compris, bien évidemment, le comportement qu'il y aura après le message ne sera pas celui que j'attendais. Ok? Et donc, ces parasitages, ils peuvent venir du fait que nous sommes de cultures différentes. Donc nous avons une appréhension du monde, une préhension du monde, une préhension de nos points de vue, nos modes de raisonnement, notre religion, notre façon de faire, notre façon de croire, notre façon d'agir, qui fait que, eh bien, lorsque je suis avec une personne, je dois plutôt me mettre du côté de la personne pour m'assurer que, eh bien, que mon message, eh bien, puisse passer à cette personne qui est d'une culture différente. Alors, je vous demande de réfléchir d'abord sur les problèmes de communication. Communication peut-être pas forcément avec une personne d'une culture différente, mais peut-être même d'une même culture, et vous allez vous apercevoir que la façon dont vous communiquez verbalement n'est pas n'est pas accompagnée par votre corps, n'est pas accompagnée par votre mimique, parce que vous communiquez un message mais vous pensez à autre chose, ou bien vous communiquez un message mais vous montrez que vous n'aimez pas la personne. Donc, bien évidemment, la communication, c'est un message, mais c'est aussi une relation, n'oubliez pas. Donc, vérifiez, voyez, expérimentez, réfléchissez dans vos actions de communication, est-ce qu'elles sont efficaces? Et ensuite, si vous êtes en situation d'interculturalité, donc Abdel à Dubaï, je pense que pour lui, il n'y a pas de problème, mais les autres également avec les clients, essayez de voir en quoi est-ce que parfois ça coince, parce que on agit où on veut communiquer, mais que la personne ne comprend pas, ou que la personne a des difficultés à comprendre parce qu'elle n'est pas forcément de la même culture. Ok? Donc j'attends que vous puissiez approfondir vos recherches. Il y a plein de choses sur Internet qui sont extrêmement intéressantes par rapport aux applications de ces différenciations culturelles dans le domaine du travail. Et puis aussi que vous me cherchiez dans votre travail journalier des situations que vous avez vécues et qui illustrent chacune des 6 différences culturelles que l'on a vues ensemble. Bien, donc ça, je vous demande de déposer ce travail sur la plateforme avant le 30 mai. Alors, vous pouvez travailler ensemble, vous pouvez travailler, converser entre vous, ensemble, mais essayez de trouver des situations vécues qui vous font comprendre véritablement, qui illustrent le fait que vous ayez compris et que vous ayez compris surtout l'importance de la communication et de la communication interculturelle. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée. Donc, nous nous retrouverons d'ici 2 semaines. À peu près, pour le 3e cours de notre cursus.
Et donc, si je me rappelle bien, le troisième cours de notre cursus, eh bien, ça va être justement comment est-ce que moi, je peux devenir un manager interculturel, c'est-à-dire un manager qui fait en sorte que ses décisions soient comprises, soient acceptées par la totalité de mes employés, la totalité de mes clients. Pourquoi? Parce que je travaille dans un milieu qui va être très largement multiculturel. Hein. Des difficultés que l'on a ou des inconvénients que l'on peut avoir à travailler et quelles seraient les meilleures des positions à prendre dans ce type de travail. C'est votre avenir. Hein. Il est bien évident que votre avenir, si vous voulez devenir des responsables à des niveaux internationaux, hein, à des niveaux de chaîne internationale, il va falloir que vous quittiez votre pays, que vous quittiez votre culture, que vous alliez voir ce qui se passe ailleurs et que vous soyez confrontés au fait que vous êtes avec des personnes de cultures différentes. C'est facile avec des clients, c'est beaucoup plus difficile avec des employés. Ok? Voilà. Donc on se donne rendez-vous dans 15 jours pour le troisième cours. Bonne journée, bon travail et bonne continuation. Bye bye.